Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on continue notre série sur les impacts du réchauffement climatique et on va s'intéresser à la question des migrations. Forcés à migrer à cause du dérèglement climatique, les réfugiés de l'environnement sont désormais bien une réalité. Ils sont définis ainsi. Ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d'une rupture environnementale, d'origine naturelle ou humaine, qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie. Épisodes caniculaires, sécheresse, mais aussi fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices. Le dérèglement climatique change déjà la vie quotidienne de millions de citoyens. Dans l'océan Pacifique, les îles Salomon ont déjà commencé à disparaître. Non loin de là, les îles Fidji sont elles aussi très vulnérables. Plusieurs villages, inhabitables à cause de la montée des eaux, ont été reconstruits plus loin des côtes. D'après l'ONU, aujourd'hui, une personne migre chaque seconde pour des raisons climatiques. Dans cet épisode, on va voir comment les conséquences du réchauffement climatique forcent déjà et vont continuer à forcer des millions de personnes à se déplacer. Et on s'interrogera sur la notion de réfugiés climatiques. Pour discuter de toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue, et Sylvestre Huet, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons la chance d'être rejoints en deuxième partie d'épisode par François Gémen, qui est spécialiste des questions de migration, de changement climatique et de questions géopolitiques. Mais pour commencer, je me tourne vers toi Gilles. Dans un épisode récent, on a décrit la longue histoire des migrations climatiques. Alors dans la plus courte histoire humaine, il y a tout de même une très longue histoire des migrations et des migrations en lien avec le climat et l'environnement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre migration, climat et facteurs environnementaux ? Oui, il faut imaginer que nos ancêtres, par exemple les grands singes, étaient complètement inféodés à la forêt et à la forêt tropicale en particulier pour une raison simple, c'est qu'il leur fallait de la nourriture toute l'année. Et du coup, en modélisation, mais aussi nos collègues paléontologues cherchent et trouvent des os, des fossiles dans ces régions-là. Et on peut effectivement montrer qu'il y a une très bonne corrélation entre les niches disponibles, c'est-à-dire les forêts tropicales, et la colonisation de la Terre. Un bon exemple est le fait que les premiers grands singes apparaissent en Europe lors d'une phase chaude où justement l'Europe était couverte de forêts tropicales. Donc tout ça est très clair et il y a un lien causal entre le type de végétation et la capacité de conquérir un espace. Ensuite, l'homme s'est largement débarrassé des contraintes climatiques au sens où il a été capable de survivre dans des endroits beaucoup plus difficiles. Et donc à partir du moment où l'homme a pu s'affranchir de ces contraintes et s'adapter à différents types de milieux et de climats, c'est à ce moment-là qu'il a pu migrer, se disperser sur l'ensemble du globe. On fait la version extrêmement accélérée là évidemment, mais qu'est-ce qui se passe en gros ? Alors la dernière grande dispersion, elle remonte au dernier cycle glaciaire-interglaciaire, c'est-à-dire les 130 000 dernières années. Et là, à partir de leur berceau africain, les Homo sapiens se sont dispersés. Effectivement, relativement rapidement, ils passent de l'Afrique à l'Asie au début de l'interglaciaire, ou vers la fin même de l'interglaciaire, dans une période située entre 130 000 et 90 000 ans. Il y a sûrement eu plusieurs phases. Et puis après, ça va relativement vite. Ils passent par l'Asie centrale, ils arrivent même jusqu'à l'Australie. Le dernier verrou qui va bloquer, c'est l'Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, l'Amérique du Nord était couverte par une calotte de glace, et donc on ne pouvait pas passer facilement d'Europe à l'Amérique du Nord. Mais à partir de 20 000 ans, on trouve des fossiles en Amérique du Nord, et donc l'intégralité de la planète est conquise en fait par les Homo sapiens en quelques dizaines de milliers d'années. Alors une autre étape, c'est la sédentarisation. C'est le fait que au milieu de notre ère interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, il y a à peu près 5000 ans, en Mésopotamie, mais peut-être ailleurs encore avant, des premiers villages, des premiers démarrages de l'agriculture, de la déforestation ont lieu. Et là commence une économie complètement différente et on passe d'une population très mobile de chasseurs-cueilleurs à une population sédentaire qui va commencer à s'installer, bâtir des villes, villages d'abord, puis des villes. Donc il faut bien comprendre que la différence entre nos grands singes, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'Homo sapiens, c'est que justement l'Homo sapiens était capable de s'adapter à tous les milieux. D'accord, mais tout ça c'était quand même il y a très longtemps, alors ça nous donne une bonne perspective historique, mais aujourd'hui les migrations s'envisagent dans des termes un peu différents. La migration telle qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est-à-dire le déplacement de populations sur une planète qui est déjà extrêmement peuplée, est très différente de la migration et de la conquête de nos ancêtres, des populations de chasseurs-cueilleurs, et en particulier de la dernière d'entre elles, celle de la conquête de la quasi-totalité des continents par les Homo sapiens. Dans ce cas-là, ce dernier cas, nos ancêtres avançaient et conquéraient de nouveaux espaces, de nouvelles niches écologiques, tandis qu'aujourd'hui, on se trouve dans un contexte de changement très rapide,
suscité par l'homme lui-même ou pour différentes raisons, il va être contraint à migrer dans des zones qui sont déjà peuplées. Donc ces migrations peuvent être causées par des raisons environnementales, mais pas seulement. Disons que les véritables moteurs de la migration aujourd'hui sont liés à 2 causes importantes qui ne sont pas du tout celles des populations d'il y a 5000 ans. C'est premièrement l'empreinte que provoque la démographie humaine, c'est-à-dire il faut savoir que par exemple c'est à peu près vers 1800 qu'on est arrivé au premier milliard d'hommes. Ensuite, au milieu du XXe siècle, on est arrivé à peu près à 2,5 milliards d'hommes et on pense qu'en 2050, à peu près, on aura environ 9 milliards d'hommes. Donc il y a une croissance exponentielle de la démographie humaine. Ceci étant dit, il y a un autre point, c'est le fait que les hommes ont très rapidement appris à utiliser l'énergie qui leur était disponible et qui était éminemment disponible sous forme de charbon, de gaz, de pétrole. Et là, il y a une excessive disparité entre les populations, avec à une extrémité du spectre, le Qatar, les États-Unis et puis une partie des pays européens et d'autres pays aussi, et à l'autre extrémité du spectre, des pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie, où finalement on a un facteur presque de l'ordre de 50 à 100, enfin ça dépend quel extrême on prend, en consommation d'énergie par habitant. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu une croissance énergétique extrêmement inégalitaire. Et cet usage de l'énergie très inégalitaire, c'est aussi donc ce qui a contribué au réchauffement climatique, qui lui aussi est très inégalitaire puisqu'il ne va pas impacter l'ensemble des régions et des populations de la même façon. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement des impacts du réchauffement climatique qui vont forcer certaines populations à migrer ? Alors là-dessus, François Gémen va intervenir, mais on peut dire quelques mots quand même. Il y a des facteurs cumulatifs qui vont doucement monter, comme la remontée du niveau marin, mais qui est vraiment un phénomène important. Et puis il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus dans l'extrême, c'est-à-dire des vagues de sécheresse, des inondations répétitives, périodes de cyclones plus importants, plus intenses peut-être parfois plus fréquents. Et donc tous ces éléments-là, à différentes échelles de temps, vont conduire à des migrations. Alors il y a des choses qui sont déjà en cours, par exemple, il y a un certain nombre d'événements extrêmes qui sont vraiment liés au changement climatique, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a toute une gamme de problèmes qui sont liés à jusqu'où on peut monter la température du thermostat terrestre, et un rapport entier du GIEC, sur lequel il y aura un épisode particulier, montre toute la différence qu'on peut avoir entre 1,5 et 2 degrés. Donc pour les impacts du réchauffement climatique sur les migrations, ça fait vraiment une différence selon qu'on arrive à le limiter à 1,5 ou 2 degrés ? Cette différence se traduit en fait par la submersion ou non de petites îles ou de territoires importants comme en Asie du Sud-Est. Et c'est à cause en fait de cette question-là que le rapport du GIEC a été demandé et documenté pour se rendre compte de jusqu'à quel point on perdait du territoire. Alors, il y a des territoires qui vont perdre complètement, c'est-à-dire les petites îles qui seront submergées, et puis il y a des endroits qui perdront du territoire, et des endroits où des populations seront touchées au sens où la densité sera telle que même si peu de surface est en jeu, beaucoup de populations sera amenée à migrer. Alors justement, ces populations qui vont être forcées à migrer à cause du réchauffement climatique, je me tourne vers toi Sylvestre, de combien de personnes on parle ? Est-ce que tu peux au moins nous donner un ordre de grandeur ? Alors l'ordre de grandeur retenu par la plupart des estimations, c'est entre 150 et 200 millions de personnes affectées par les perturbations climatiques et qui seraient déplacées de manière forcée d'ici environ aussi la moitié du siècle. C'est un chiffre tout à fait impressionnant parce qu'il correspondrait à une multiplication par 10 de la totalité actuelle des populations considérées comme des réfugiés ou des déplacés internes ou externes au pays d'origine. On peut aussi le mettre en perspective en disant que ça voudrait dire qu'une personne sur 45 dans le monde aura été déplacée par le changement climatique. Alors cet ordre de grandeur, évidemment, il dépend de l'ampleur du changement climatique tout au cours du siècle, donc il peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des politiques climatiques qui seront conduites, mais ce qui est tout à fait clair, c'est que ça fait partie des risques majeurs du changement climatique, bien identifiés et dont les causes sont assez variées. Et Gilles nous en a déjà un peu parlé, mais pour qu'on se représente bien les choses, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces causes qui forcent des populations à migrer ? Alors je vais prendre 3 petits exemples qui montrent la diversité des causes des déplacements forcés des personnes et aussi qui donnent une idée de l'ampleur des problèmes. Prenons un exemple qui s'est déjà produit. L'ouragan Katrina
quand il s'est abattu sur la côte méridionale des États-Unis en août 2005. Il a occasionné le déplacement, certes temporaire, mais de plus de 1 million de personnes. Et si on y ajoute l'ouragan Rita qui est intervenu en septembre de la même année dans le golfe du Mexique, on arrive à 2 millions de personnes sans abri temporaire. Et comme il y a eu des destructions, une partie de ces 2 millions de personnes n'ont pas pu revenir dans leur lieu d'habitation d'origine. Donc on voit que 2 ouragans peuvent, en un laps de temps très court, mettre sur les routes un nombre vraiment considérable de personnes. Prenons un deuxième exemple qui est le Sahel, cette région au sud du Sahara. Aujourd'hui, on y enregistre des mouvements de population forcés en raison des conflits militaires, des conflits liés au djihadisme, et qui rentrent en synergie avec les difficultés à vivre, tout simplement souvent à s'alimenter, dues à des agricultures qui sont à peine au niveau de la survie des populations. Et on voit bien que dans cette région du monde, la synergie entre des causes sociopolitiques, des conflits de toutes sortes et les coups durs du climat sont susceptibles d'envoyer loin de chez eux, et souvent pour des périodes qui peuvent être très longues ou voire définitives, des millions de personnes. Prenons un dernier exemple. Les prévisions sur la hausse du niveau marin dans le delta du Nil aboutissent à ce chiffre avec seulement 1 mètre d'élévation du niveau marin, ce qui est une possibilité pour la fin du siècle. On compterait au moins 6 millions de personnes obligées de quitter leur lieu d'habitation et de travail, et l'inondation de plus de 4500 km² de terres agricoles. On voit avec ces 3 exemples que les migrations forcées par le changement climatique et par d'autres problématiques vont constituer probablement l'un des risques géopolitiques majeurs du siècle, et pas seulement des crises humanitaires qui relèveraient de gestion immédiate pour sauver des gens, tout simplement, sauver des vies, mais probablement vont provoquer des conflits de moyen et long terme entre des États qui verront le problème soit avec des déplacements internes, soit des déplacements aux frontières qui risquent de déstabiliser les relations internationales. Et justement, l'impact de ces migrations au niveau des États, mais aussi au niveau des différentes régions du monde, voire au niveau international, ainsi que leurs conséquences géopolitiques, on en parle dans un instant avec notre invité, François Gemene. François Gemene, bonjour, bienvenue dans le Climat en question, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps, j'ai eu la chance d'être ton élève pendant mes études de master il y a une dizaine d'années, et tu es donc professeur à Sciences Po ainsi qu'à l'Université de Liège, spécialiste des questions de migration et de changement climatique, et tu as récemment publié « On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations » aux éditions Fayard. Alors on a commencé avec Sylvestre et Gilles à décrire les migrations qui pourraient être engendrées par le réchauffement climatique, mais je voudrais revenir sur un point en particulier, qui est qu'en fait la plupart de ces migrations et des migrations en général, on se les représente souvent comme des migrations très lointaines, avec des gens qui viendraient de pays très éloignés après avoir traversé des mers et des frontières, alors qu'en fait la plupart des migrations sont plutôt locales et ont lieu au sein d'un même pays, voire d'une même région. Alors je voudrais que tu reviennes un peu sur ce point, que tu nous expliques bien comment on devrait se représenter ces migrations et que tu nous dises aussi dans quelle région du monde on peut s'attendre à avoir le plus de migrations liées au réchauffement climatique. Bien sûr, je crois que c'est très important de souligner la déconnexion qu'il y a entre les réalités empiriques de ces migrations et la construction politique qui en est faite dans le débat public. Et c'est vrai que dans le débat public, ces migrations sont toujours décrites comme des flux massifs de personnes qui quitteraient l'Afrique pour aller vers l'Europe ou qui quitteraient l'Amérique centrale pour aller vers l'Amérique du Nord. Et donc on fait en quelque sorte flotter une sorte de spectre de crise migratoire à venir, et je pense que c'est très dangereux parce que c'est ça qui va conforter un peu une sorte de rhétorique d'extrême droite, une rhétorique xénophobe qui, je pense, peut très gravement porter préjudice aux migrants, aux réfugiés qui existent déjà aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une rhétorique qui nous distrait un peu de la réalité. Et la réalité, comme tu le disais, c'est que
l'essentiel de ces migrations ont lieu au niveau national ou même au niveau régional. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, y compris quand on parle des migrations en provenance d'Afrique. C'est pas spécialement uniquement le cas pour les migrations liées au climat, mais c'est vrai des migrations en général. Quand on regarde les migrations en général, aujourd'hui la toute grande majorité des migrations internationales en provenance d'Afrique subsaharienne, elles sont dirigées vers un autre pays d'Afrique subsaharienne. Et donc vraiment c'est très très important, je crois, de garder en tête que la migration intercontinentale est vraiment une exception plutôt que la règle. Alors, pour ce qui est des migrations spécifiquement liées aux impacts du changement climatique, très clairement, les deux régions du monde les plus concernées vont être l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. L'Afrique subsaharienne va être essentiellement concernée par des problèmes de dégradation des sols et de désertification qui vont amener un exode rural, c'est-à-dire que les familles qui habitent en milieu rural vont envoyer un de leurs fils à la ville dans l'espoir qu'il puisse trouver un autre travail et fournir ainsi un revenu de complément à la famille. C'est dû au fait que environ la moitié des ménages en Afrique subsaharienne dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Or, l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est très vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. En d'autres termes, dès qu'il fait un peu plus chaud ou qu'il pleut un peu moins, eh bien, ça veut dire que ces familles perdent la principale source de leurs revenus. En Asie du Sud-Est, on aura plutôt des déplacements liés à des événements brutaux, comme des inondations, des ouragans, etc. Parce que c'est à la fois la région du monde qui est la plus densément peuplée, mais c'est aussi la région du monde qui est la plus exposée à ces impacts brutaux du changement climatique. Et déjà, si on regarde aujourd'hui les statistiques, on a déjà des chiffres pour les personnes déplacées par des catastrophes liées aux conditions climatiques. Très clairement, c'est dans cette région-là qu'il y a le plus grand nombre de déplacements. Et puis, il y a la situation particulière, je dirais, des petits États et territoires insulaires qui sont souvent confrontés à la fois à des problèmes de sécheresse et à la hausse du niveau des mers, et où la question du lien entre une population et son territoire se pose. Ces migrations, tu nous l'as dit, elles sont associées à des problèmes de subsistance, de la capacité tout simplement à pouvoir continuer à s'alimenter là où les personnes vivent, ou encore de pouvoir continuer à vivre sur des espaces, des îles par exemple, qui sont amenées à disparaître. Mais est-ce que tu peux nous décrire aussi d'autres types de problèmes que ces déplacements forcés vont engendrer, notamment des réactions en chaîne qui risquent de créer des déséquilibres au niveau local ou plus global ? Je dirais qu'un des premiers problèmes liés à ces migrations, c'est qu'aujourd'hui, notamment en Afrique, un grand nombre de métropoles africaines sont un peu dépassées par cet afflux de migrants venus des régions rurales et donc sont dans l'incapacité de leur fournir un accès à des logements, à du travail ou même à des services de base. Et donc très souvent, ces migrants sont parqués dans des quartiers qui sont eux-mêmes très exposés aux impacts du changement climatique. Je pense par exemple à des glissements de terrain, notamment au Sierra Leone. Une autre difficulté, je dirais, liée à ces migrations, c'est l'existence de tensions entre différents groupes qui généralement vont se focaliser autour des terres et de l'usage des terres. Dans de nombreux pays, je pense par exemple à la situation au Nigeria au moment où nous parlons, on va avoir des tensions et des accrochages, notamment entre des groupes de bergers nomades qui vont convoiter les terres d'agriculteurs sédentaires. Et ces groupes de bergers nomades, de pastoralistes, sont obligés de modifier leurs itinéraires habituels de transhumance à cause des impacts du changement climatique qui modifient les conditions, notamment de pluviométrie et de température sur leurs itinéraires habituels. Et donc ils vont rentrer en conflit avec des agriculteurs sédentaires, et très souvent des groupes armés vont se former pour défendre les terres des uns et des autres, et c'est comme ça qu'on va notamment assister à une prolifération de groupes terroristes ou fanatiques dans certains pays. Je pense notamment au nord du Burkina Faso, je pense à la région du lac Tchad, où on a toute une série de petits groupes armés liés de façon plus ou moins lâche à Boko Haram, qui vont en quelque sorte recruter de la main-d'œuvre en échange de la protection des terres. Et donc on voit bien comme il y a à certains endroits des possibilités de tensions, voire de conflits liés aux migrations qui, bien entendu, peuvent amener à la déstabilisation de certains pays, d'où l'importance, bien entendu, de prévoir dès maintenant
des mécanismes qui permettent d'organiser et d'encadrer ces migrations. On va revenir sur ces mécanismes dans un instant, mais je voudrais juste que tu nous dises aussi, même si tu nous as expliqué que la plupart de ces migrations auraient lieu plutôt loin de l'Europe, à quoi on peut s'attendre en Europe pour ce qui est des migrations liées au réchauffement climatique? Je crois que d'abord il faut mentionner le fait qu'il y a des migrations liées au climat qui ont lieu en Europe aussi. Par exemple, dans des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, on a régulièrement des populations roms qui sont déplacées à cause d'inondations, parce que ces populations sont parquées dans des zones inondables et que donc elles sont de plus en plus régulièrement déplacées. Et puis, il y a bien entendu des migrations qui arrivent d'autres continents et singulièrement d'Afrique. Et en réalité, elles sont déjà là. Une partie des migrants dits économiques qui arrivent depuis quelques années sur les côtes européennes, on pourrait aussi les appeler des migrants environnementaux. Je dirais que le problème, c'est qu'on ne s'intéresse pas suffisamment au parcours que les migrants ont connu avant de franchir la Méditerranée. Et très souvent, on va avoir d'abord une migration interne d'une zone rurale vers une zone urbaine, et ça va être le moment où parfois certains réseaux de passeurs et de trafiquants vont proposer à certains migrants de les emmener plus loin. Il va y avoir généralement toute une errance, toute une transhumance à travers l'Afrique, notamment via le Mali, via le Niger. Et puis parfois, ces migrants vont se retrouver en Libye, qui est devenu un enfer sur terre pour les migrants. Et là, plutôt que de subir des violences, des viols et des mauvais traitements, certains d'entre eux vont monter dans un bateau et vont tenter d'atteindre les côtes européennes. Et une fois qu'ils vont arriver en Europe, on va regarder le pays dont ils sont originaires. Et selon que ce pays sera considéré comme un pays en guerre ou non, ils seront considérés comme des réfugiés politiques ou comme des migrants économiques. Mais en réalité, si nous nous intéressions un peu davantage aux raisons qui motivent leur migration, on se rendrait compte que sur leur itinéraire se mêlent à la fois des motifs environnementaux, économiques et politiques. Et en réalité, ces différents motifs sont aujourd'hui très profondément liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Et c'est une vue très occidentale de l'esprit que de catégoriser les gens en fonction du motif de leur migration. Dans la réalité, ces motifs sont liés et s'influencent les uns les autres. Et donc, il faut absolument, je dirais, si on veut essayer d'anticiper les futures migrations dites climatiques qui arriveront en Europe, il faut absolument qu'on se tracasse de la manière dont le changement climatique va non seulement provoquer lui-même des migrations, mais va aussi influencer d'autres facteurs de migration, des facteurs économiques et politiques notamment. Il faut bien se rendre compte que pour une majorité de la population mondiale, l'environnement et l'économie, c'est la même chose, parce que leurs revenus dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. En France, il n'y a pas beaucoup de gens dont les revenus dépendent des conditions environnementales. Si vous êtes agriculteur, exploitant de stations de sport d'hiver, ou si vous avez un café en bord de mer, là, vous voyez bien que vos revenus dépendent de la météo. Mais pour tous les autres et la majorité des Français, l'environnement et l'économie, ce sont deux choses différentes. Or, pour une majorité de la population mondiale, c'est la même chose en réalité. Et donc, très vraisemblablement, on aura évidemment, dans le futur, parmi les migrants qui arriveront en Europe, une influence de plus en plus grande du changement climatique. Et effectivement, on peut imaginer qu'une partie assez conséquente de la demande d'asile en Europe dans les prochaines décennies soit liée, de près ou de loin, au changement climatique. Mais on aurait vraiment tort d'imaginer que ça sera juste un truc futur avec une sorte de nouvelle catégorie de migration. En réalité, c'est déjà un facteur qui est présent dans les migrations que nous connaissons actuellement et que nous globalisons sous le label de migration économique, simplement parce qu'on refuse de s'intéresser aux vraies raisons qui motivent ces migrations. Mais c'est possible d'avoir une estimation, de savoir à peu près de combien de personnes on parle? C'est extrêmement compliqué de le chiffrer. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'efforts de quantification aujourd'hui qui, quelque part, font dépendre le nombre futur de demandes d'asile en Europe de la magnitude des impacts du changement climatique. Honnêtement, je suis assez sceptique face à ce type de quantification, notamment parce qu'elles sont trop déterministes. C'est-à-dire qu'elles supposent que le comportement des gens va être déterminé avant tout par les conditions environnementales de la région dans laquelle ils vivent. Et ça, quelque part, ça nie l'importance du contexte sociopolitique, des questions de gouvernance, de la manière dont ces migrations vont être organisées. C'est pour ça qu'on est en train de mener en ce moment un gros projet européen qui s'appelle Habitable, qui cherche à déterminer au niveau individuel la manière dont se prend la décision de migrer, précisément pour que nous puissions davantage comprendre et potentiellement projeter pour l'avenir
la manière dont les gens vont migrer dans des conditions climatiques dégradées. Mais alors justement, pour ces migrations multifactorielles, on comprend bien que les questions économiques, environnementales, climatiques se mêlent un peu toutes ensemble et qu'il n'y aurait pas forcément de sens à essayer de les séparer de manière très stricte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accompagner ces migrations au mieux? Est-ce que tu peux nous présenter quelques-unes des solutions qui sont à l'étude actuellement? Et par exemple, dans les négociations climatiques, pendant longtemps, on a parlé du statut de réfugié climatique. Est-ce que ça, par exemple, c'est une des solutions à envisager? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au début de l'idée de créer une sorte de nouveau statut dans le droit international pour ceux qu'on appelait alors les réfugiés climatiques. Je crois honnêtement que c'est surtout une solution qui permettrait aux États occidentaux de se donner bonne conscience. Parce que quand on regarde aujourd'hui les réfugiés dits politiques, 86% de ces réfugiés dans le monde sont accueillis dans des pays en développement ou dans des pays émergents. Et donc créer un sorte de statut de réfugié climatique, en réalité, ça serait aussi, il faut le reconnaître, imposer une charge supplémentaire sur les pays du Sud qui sont déjà les premières victimes des impacts du changement climatique. J'aurais tendance à considérer qu'il y a, je dirais, quelques grandes pistes de solutions néanmoins. Une piste importante, c'est évidemment de mieux protéger les droits de ceux et de celles qui sont déplacés. Et il y a une organisation internationale qui s'y emploie, qui s'appelle la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, Platform on Disaster Displacement en anglais, et dont la France assure pour le moment la vice-présidence. Il y a également, et c'est une idée, une solution politique qui a de plus en plus d'importance, l'idée de considérer la migration comme une sorte d'adaptation aux impacts du changement climatique. Et donc de considérer que la migration n'est pas forcément le signe d'un échec ou d'une incapacité des populations à s'adapter, mais que si cette migration est organisée, elle peut bénéficier en termes d'adaptation à la fois aux migrants eux-mêmes, mais aussi à leur comité d'origine et à leur communauté de destination. Et donc ça, c'est une autre solution politique qui, je dirais, gagne du terrain. Il y a également toute une série d'arrangements qui sont possibles au niveau bilatéral ou au niveau régional. Et je dirais qu'il ne faut pas trop se focaliser sur une sorte d'hypothétique réponse globale, un nouveau traité ou une nouvelle convention. En réalité, il y a déjà énormément de projets, de programmes qui sont mis en place sur le terrain pour essayer de mieux organiser ces migrations, pour essayer d'en maximiser le potentiel. Et donc, bien sûr, il reste énormément de choses à faire, mais je ne voudrais pas non plus donner l'idée que rien n'est fait en ce moment. Et dans toutes ces discussions, on retrouve la notion de justice climatique, dont on a souvent parlé dans les épisodes du climat en question. Comment est-ce que toi, tu penses cette question de la responsabilité des pays développés vis-à-vis des pays en développement qui auront à subir toutes ces conséquences du réchauffement climatique, y compris en termes de migration? Il y a évidemment une très grande injustice géographique, à tout le moins, sur cette question. Je pense que s'il y a une raison pour laquelle le terme de réfugié politique, même s'il est incorrect en droit, peut convenir, c'est une raison politique pour souligner que le changement climatique est en fait une forme de persécution que nous infligeons aux populations les plus vulnérables de la planète. Et si on fait parfois, ou plutôt si on agite parfois le spectre d'une future crise migratoire liée au climat, on le fait dans l'espoir de convaincre les pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème de cette injustice géographique, c'est que comme les pays les plus touchés sont aussi les pays les moins responsables du changement climatique, et à l'inverse, comme les pays qui sont les plus responsables, et donc ceux qui doivent le plus réduire leurs émissions, seront proportionnellement moins touchés, on a parfois cherché à trouver des impacts indirects du changement climatique pour convaincre les pays industrialisés qu'il était malgré tout dans leur intérêt de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a souvent dit, attention, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver demain avec des millions de demandeurs d'asile qui viendront frapper à votre porte pour que vous les accueilliez. Et ça souligne, je crois, à dessein, effectivement, l'injustice climatique qui est au cœur de cette affaire. Alors je crois qu'il faut aussi réaliser, bien entendu, que la manière de mettre en place une justice climatique sur cette question, ce n'est pas seulement de permettre aux habitants des pays les plus pauvres de migrer vers les pays les plus riches. Ce ne sera d'ailleurs pas nécessairement ce qu'ils souhaiteront. Comme on l'a dit, la plupart des déplacements se font sur de courtes distances.
Par contre, il faut pouvoir mettre en place des fonds internationaux qui permettent aux pays en développement, qui permettent aux pays touchés par ces impacts, précisément d'organiser ces migrations. Et très souvent, on est encore dans l'idée qu'il faut essayer d'empêcher à tout prix ces migrations. La réalité, c'est que dans certains cas, il va falloir mettre les gens à l'abri, et même qu'il va falloir permettre aux gens de migrer. Quelque chose qui est assez systématique, c'est que les populations les plus vulnérables, généralement, se trouvent incapables de migrer parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources, pas suffisamment de contacts, pas suffisamment d'informations. Et donc, c'est vrai, quel que soit le type d'impact du changement climatique et quel que soit le pays duquel on parle, les populations les plus vulnérables, systématiquement, n'ont pas les moyens de migrer. Et donc, il va falloir pouvoir leur donner les moyens de migrer. Et puis, je pense que le grand enjeu de la justice climatique, au fond, ça va être de garder la Terre habitable pour les populations les plus vulnérables. Cette question de l'habitabilité me semble vraiment essentielle quand on parle de justice climatique. Merci beaucoup pour ces réflexions. On va devoir conclure l'épisode très bientôt, à moins que tu veuilles dire un tout dernier mot. Oui, peut-être un dernier mot. C'est vrai qu'on a volontiers tendance dans le débat public à voir ces migrations comme une sorte de catégorie distincte qui se matérialiserait uniquement si nous ne parvenions pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on le voit un peu comme une sorte de spectre qu'on agite. Je pense qu'il faut absolument se défaire de cette idée et réaliser que les migrations liées au changement climatique, elles sont déjà là aujourd'hui, qu'aujourd'hui déjà, le changement climatique et d'autres types de dégradation de l'environnement sont un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui sont en train d'être mises en place sur le terrain pour essayer d'encadrer ces migrations et de maximiser leur potentiel. Donc je plaide vraiment pour qu'on ne le voit pas uniquement comme une sorte de catastrophe future que nous pourrions encore éviter, mais pour qu'on le voit comme une réalité présente qui demande aujourd'hui des réponses politiques. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup François Gémen d'avoir été notre invité pour cet épisode du climat en question. Un grand merci aussi à Alexandre Carrier, Fabrice Étifier et Karim Baldé pour tous leurs coups de main, ainsi qu'à Clément Sundon qui fait la musique originale de ce podcast fait maison, tous ensemble mais chacun chez soi. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes de podcast, et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou par email, leclimatenquestion avec un s, @ecomail.fr. Et rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode.